Bien, mais écoutez, on n'est pas loin de démarrer. Il est 30, 30 et quelques petites poussières. Je pense qu'il est 35. Ouais, c'est 5 petites minutes conventionnelles d'attente pour que tout le monde arrive. Écoutez, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans ce 20e webinaire consacré à l'IA, mais pas que, puisque là, on va revenir vers des sujets plus pragmatiques que sont la période fiscale. On est près quand même d'une cinquantaine, donc preuve que le sujet reste un sujet qui intéresse, qui interpelle, voire qui pose problème. On va essayer de réfléchir ensemble et de travailler, de discuter un petit peu ensemble. Je souhaite que ce webinaire soit le plus interactif possible. Donc, servez-vous au maximum du bouton en bas de l'écran, un peu à gauche, questions-réponses, hein, pour me poser des questions, intervenir, et je me ferai l'écho de vos questions ou de vos remarques. C'est vrai qu'on arrive à 4-5 semaines à peine de la fin de période fiscale officielle, on va dire pour les 31-12. Et bah, c'est toujours un moment de grande tension. J'ai eu pas mal de discussions avec des cabinets, je suis en coaching permanent avec des collaborateurs. C'est vrai que c'est tendu, comme toujours, comme souvent, j'allais dire. Et c'est compliqué, ça reste compliqué dans toujours un contexte relativement pénurique et avec aussi probablement depuis 5 ans une usure qui s'est installée avec des collaborateurs qui peut-être commencent à réfléchir à d'autres horizons. Donc je pense qu'il faut être très méfiant par rapport à ça parce que ça peut finir par décimer vos équipes. Et donc je pense qu'on va essayer d'évoquer quelques idées aujourd'hui ensemble, mais c'est un moment quand même pas facile à passer. Et je pense que cette tendance que j'ai évoquée depuis longtemps hein, dans mes écrits ou dans mes interventions en webinaire se poursuit et se poursuivra. Et donc, voilà, il faut être en attente du fait que ça risque de se compliquer encore dans les mois et les années qui viennent. Alors, le plan de l'intervention d'aujourd'hui, hein, je vais essayer de redéfinir le mode pompier contre le mode levier. Hein, j'en ai parlé dans mon emailing ce matin. Je vais rappeler ce que dit la théorie des contraintes par rapport au fait que dans un système, il y a toujours une contrainte majeure et que c'est autour de celle-là qu'il faut travailler. Et vous le savez un peu, qui est la contrainte majeure, le goulot d'étranglement, on va dire, en période fiscale. En point 3, je ferai référence à un bouquin assez brillant sur le marketing qui s'appelle Stratégie Océan Bleu, qui a une façon de réfléchir à des axes opérationnels d'amélioration ou de repositionnement de la valeur produite. Et en fait, on va raisonner pareil pour vis-à-vis de la période fiscale. Hein, vous allez voir, c'est assez intéressant d'envisager les choses comme ça, parce que ça permet de définir des choses qu'on veut faire mieux ou plus du tout, ou différemment, etc. Et je pense qu'il va falloir commencer à être très créatif par rapport à ces périodes fiscales qui ne peuvent plus continuer à durer 4 à 6 mois comme c'est le cas aujourd'hui et depuis des années. Ça devient trop problématique par rapport non seulement aux clients certainement, mais par rapport aux collaborateurs. Des idées d'action, je vais en proposer quelques-unes. Là, c'est là où je souhaite que vous soyez très présents hein, en interaction par vos propositions, vos remarques. Donc, je compte sur vous vraiment pour vous servir du petit bouton QR et participer au maximum. Ça sera intéressant. Pardon pour la faute à période fiscale, mais ça, c'est mon correcteur à l'américaine qui me joue des tours en permanence. L'IA au service de la période fiscale, donc on va voir quelques exemples. Et puis, on reste sur les prochaines dates et thèmes qui étaient prévus déjà dès la semaine dernière, à savoir le 19, donc la semaine prochaine, sur les nouveautés de l'intelligence artificielle. Il y en a eu beaucoup ces dernières semaines, leur influence potentielle sur les cabinets et une illustration à nouveau par rapport à notre outil, hein, puisque là, il a énormément mûri depuis plus d'un mois qu'on est en version bêta. Là, ça y est, on est en train de lancer la vidéo, donc vidéo à base d'avatar qui va être complètement intégrée dans l'outil. Et donc, pour un client, vous pourrez, à partir d'un simple FAQ ou de plusieurs FAQ, automatiquement fabriquer le tableau de bord Power BI
le rapport commenté, le rapport d'analyse commenté, avec des commentaires qu'on a énormément travaillé aussi et qui vont être beaucoup plus pertinents et de plus en plus pertinents. Et donc cette fameuse vidéo à base d'avatar qui vous permettra d'illustrer les choses. On va même faire encore mieux que ça, puisque comme on est très attentif à vos remarques et à vos suggestions, on va même marier, on va dire, dans un seul livrable au client, le rapport lui-même commenté, qui est une sorte de diaporama, si vous voulez, avec l'avatar qui va être incrusté dans le rapport et qui va, en même temps que les pages vont défiler, commenter les différentes diapos. Donc on a poussé le sujet assez loin et vous allez voir, je pense que ça sera vraiment très sympa. J'espère que le 19, on sera prêt. Pour l'instant, on est déjà prêt en ayant 3 livrables différents, mais bientôt, les 2 derniers livrables, le rapport et la vidéo, seront fusionnés dans un seul livrable qui sera envoyé au client. La quinzaine d'après, puisqu'on va rester quand même en mode un peu allégé malgré tout, là j'ai tenu ce vendredi à faire une session sur la fin de période fiscale parce que j'ai vu beaucoup de cabinets et de collaborateurs en souffrance ces derniers jours, donc je me suis dit que c'était peut-être pas inintéressant d'en parler, hein. Et le 3 mai, donc on préparera à nouveau et on fera un certain nombre de choses sur les plans d'action de sortie de période fiscale, que ce soit en juin, juillet ou au mois de septembre si vous êtes un peu coincé. Euh, Bonjour Stéphane, problème de mise à jour Zoom, hein. Écoutez, je ne sais pas si vous l'avez résolu ou pas, mais c'est peut-être ce qui vous fait arriver légèrement en retard. Bon, tout va bien. Ok, écoutez, voilà, on a toujours nos 5-10 minutes d'introduction, ce qui fait que vous n'avez rien manqué d'essentiel. Allez, on attaque. Alors, je voudrais parler du mode pompier et du mode levier. Bon, ça a l'air tout bête, mais aujourd'hui, je vois trop les cabinets fonctionner plus en mode pompier qu'en mode levier. Je voudrais revenir un peu sur les définitions que j'en fais et vous donner des exemples. Pour moi, le mode pompier, c'est quoi? C'est qu'à un moment donné, dans la précipitation, l'urgence permanente et tout ça, la plupart des actions qui sont prises le sont dans l'urgence et on éteint des feux. On passe son temps à éteindre des feux. Ça se traduit par quoi? Ben, ça peut être une embauche fin d'année, merci fiscal. C'est marrant parce que ça change en plus. Embauche en fin d'année ou en pleine période fiscale, ça arrive. L'expert comptable qui glisse de fonction, c'est-à-dire qui se met à faire de la tenue et de la révision au lieu de faire son boulot, donc de la supervision et au-delà l'entretien annuel avec la discussion qui s'ensuit. Ça peut être aussi, et je le vois trop souvent, et je pense même de plus en plus souvent, laisser les collaborateurs imposer un peu leur volonté. Ça veut dire que voilà, ils veulent faire à leur façon, finir à leur heure, travailler chez eux ou pas, etc. Et plus ça va, plus les dirigeants de cabinet sont obligés de lâcher sur ce plan-là, avec quelquefois des choses qui me semblent excessives, en ce sens que ça y est, si c'est les collabs qui dirigent le cabinet, ça devient compliqué, quoi. Très compliqué. Donc c'est problématique. Je comprends très bien que on veuille pas déstabiliser les gens et surtout dans une période qui est très lourde, qui est très chargée. Mais à un moment donné, quand on commence à lâcher et à laisser les gens vous contrôler quelque part, c'est un petit peu ennuyeux quand même pour la suite des opérations. Ça veut dire que s'ils l'ont fait une fois, ils le referont une deuxième et une troisième fois, et ça sera sans fin l'histoire. Le mode de levier par opposition, donc bon, déjà ce mode pompier, il n'a pas d'impact positif et durable, surtout pour le cabinet et notamment pour les années futures. Et je dirais même, au contraire, il ne fait que dégrader la situation et même la dégrader à moyen long terme. Le mode levier, c'est un peu le contraire, c'est que toutes les actions qu'on met en place dans le cabinet sont des actions d'amélioration pour les processus futurs du cabinet, pour l'organisation, la gestion, le développement, les contacts clients, etc. Et donc là, on travaille profond et on travaille pour le futur, mais pas pour compenser ce qui n'a pas été fait hier, quoi. Donc là, par exemple, ça peut être de la mise en place d'outils de détection de dossiers qui sont mal tenus, en vrac, peu fiables. Et donc, si on attend de se retrouver au mois de janvier pour les repérer, ben, dommage, c'est foutu.
Donc, il y a des outils hein, qui commencent à être connus maintenant, qui font les choses très bien. Il y en a peut-être d'autres chez les grands éditeurs, mais ça peut être une idée de mettre en place ce genre de choses. Moi, je le conseille souvent dans mes missions. Il y a tout ce qui est mis en place de méthodes, de processus de planification, de pilotage et de suivi de l'organisation, et notamment en période fiscale, avec de la mesure de gain de productivité, avec de la mesure, j'en parlerai tout à l'heure, de temps restant à produire sur les dernières semaines de la période fiscale. Ça aussi, c'est pas mal. C'est mieux que le bon vieil agenda où on a mis en théorie des dossiers dans les semaines et on fait mine de se rassurer avec ça. C'est pas très précis et c'est pas très sérieux souvent, ou en tout cas pas très efficace. Ensuite, bah, l'implémentation d'outils qui livrent automatiquement de la valeur supplémentaire aux clients, bah, évidemment, on en reparlera et je vous montrerai des choses tout à l'heure. Ça aussi, bah, si ça peut être automatique et que vous avez gagné du temps d'un côté pour l'investir de l'autre dans de la valeur pour le client, c'est quand même bien préférable. Donc là, on a une amélioration durable des conditions de fonctionnement du cabinet. Et donc voilà, je pense qu'à un moment donné, il faut que l'essentiel de votre temps, ou le plus possible de votre temps, soit plutôt sur des actions en mode levier que des actions en mode pompier qui résolvent jamais les problèmes. C'est toujours pour résoudre le problème, je vous dis d'hier, mais sûrement pas les problèmes de demain. Donc ça, c'est essentiel. Ensuite, la théorie des contraintes, moi j'en parle souvent dans mes missions parce que c'est à base de cette théorie des contraintes que j'ai développé ma mission nommée chaîne critique. C'est qu'à un moment donné, dans un système, il y a toujours une contrainte majeure, un goulot étranglement majeur qui fait, et c'est souvent la ressource à la fois rare et chère à un instant donné, qui fait que le système, ben, il est limité. Et donc, on sait qu'en période fiscale, l'expert comptable est la ressource goulot hein, de la période. Ça peut être plutôt le collaborateur teneur ou réviseur quand il fait par exemple la TVA tous les mois, mais sur la mission tenue, la partie tenue de la mission. Mais en période fiscale, c'est l'expert comptable. Et donc, on ne peut pas laisser l'expert comptable se dégrader, je dirais. Toute son équipe doit être au service de l'expert comptable. Et là, on se rend compte qu'à contrario, les experts comptables qui sont un peu le bout de la chaîne finissent par remonter dans la chaîne à des postes qui ne sont pas les leurs, hein, font, comme je disais tout à l'heure, du glissement de fonction. Et donc, au contraire de se faire servir par l'équipe, c'est eux qui finissent par servir l'équipe en bouchant les trous, quoi. Et ça, c'est inadmissible et surtout, c'est une évolution, encore une fois, qui est très perverse. Donc, je pense qu'à un moment donné, il faut que l'expert comptable se libère de tout ce qui est possible en période fiscale, mais intelligemment, on va dire, de façon à être au service du collectif, mais pour le rôle qu'il doit tenir. Et donc, la plupart du temps, quand on démarre une mission pour optimiser une période fiscale dans un cabinet, on fait en sorte d'avoir préfixé et annoncé une date de fin de période fiscale, et on fait en sorte d'avoir aussi un rythme hebdomadaire de sortie des projets de bilan depuis le mois de janvier, et le plus tôt possible au mois de janvier. On ne laisse pas filer le mois de janvier avec un rythme un peu mou, souvent qui est laissé courir par les collaborateurs, parce qu'ils se disent, bon, j'attends les premiers gros dossiers au début, donc ça va être troisième ou quatrième semaine de janvier. Non, non, les 3 premières semaines ou les 4 premières semaines, il faut absolument les remplir avec des choses. Donc, il faut qu'il y ait des règles du jeu qui soient fixées, et il faut que l'expert comptable puisse jouer son rôle, mais surtout son rôle au niveau où il doit être, et pas redescendre de fonction sur des choses qu'il devrait plus faire. Donc cette théorie des contraintes, elle est très importante et il faut absolument surveiller ça de façon très attentive. Alors, pour en venir à des choses très concrètes, et là on va entamer la discussion, c'est que quand je vous dis faire une réflexion opérationnelle qui est un petit peu en mode stratégie océan bleu, pour ceux qui ont lu le bouquin marketing de deux experts canadiens qui l'ont écrit il y a quelques années, et ça a été un best-seller. L'idée, c'est que vous prenez une situation. Alors, eux, ils avaient travaillé sur l'aspect stratégie, marketing, positionnement, etc. Nous, on va recaler ça, cet usage de cette méthode pour la période fiscale. Et on va dire, voilà, en période fiscale, il y a des choses qu'il faut exclure. Il y a des choses qu'il faut atténuer. A contrario, il y a des choses qu'il faut renforcer. Et puis, il y a même des choses qu'il faut créer de toutes pièces
Tout ça pour améliorer une logique qui n'est pas une logique de marketing, mais une logique de production et d'organisation. Et c'est avec ce mode de raisonnement que je vais vous proposer de travailler, hein, de façon à avoir peut-être des choses que vous allez pouvoir, ben, déjà pour les dernières semaines de cette période fiscale et plus sûrement encore pour la prochaine, ça va vous permettre de remettre en perspective un certain nombre de choses que vous faites aujourd'hui et que font les collaborateurs, et souvent par habitude, hein. On a quand même ancré en nous des habitudes de travail, de comportement, etc. Et on a bien du mal à les décrocher quand il faudrait les décrocher parce que les mêmes choses produisant les mêmes effets, on se retrouve avec des défauts dans la gestion de cette fin de période fiscale qui sont à peu près toujours les mêmes. Alors, ça me fait penser à une slide que je vous ai montrée la dernière fois, où on parlait de l'automatisation de tâches ou de l'augmentation de tâches. Et typiquement, on disait, voilà, il y a des tâches sur lesquelles il y aura des pertes d'emplois, d'autres sur lesquelles il y aura des créations d'emplois. Ça revient dans ce que je disais juste avant, dans la méthode de la stratégie Océan Bleu, à dire, il y a des choses qui vont disparaître, donc je vais les diminuer ou les exclure. Et il y a des choses qui, au contraire, vont apparaître, et au contraire, je vais les créer ou les augmenter, ou en tout cas les développer beaucoup plus. Et donc, je disais, ben, par rapport à ces deux visions, automatisation et donc quasi-disparition, et de l'autre côté, augmentation pour justement valoriser un certain nombre de choses, j'avais dit, ben voilà, dans les deux filières, les tâches qui vont être automatisées et qui vont disparaître, c'est plutôt celles-là, qui pourtant aujourd'hui forment très probablement 70% de votre activité. Et de l'autre côté, il y a des tâches qu'il va falloir augmenter ou créer de toutes pièces. Donc ça, cette logique-là, qui est une logique, on va dire, de développement de tâches et même de missions dans le cabinet, on va revenir maintenant sur la logique de la période fiscale et je vais vous donner quelques exemples de choses qu'il faudrait faire disparaître, de choses qu'il faudrait diminuer en volume, de choses qu'il faudrait carrément créer ou qu'il faudrait renforcer. Et on va avoir cette même logique. Et là, je voudrais bien avoir vos remarques par rapport à ce tableau-là. Donc là, le tableau, hein, il est très simple. Il reprend les quatre axes opérationnels de la méthode de stratégie Océan Bleu. Il y a des choses que j'exclus, il y a des choses que j'atténue, donc je diminue. Il y a des choses que je crée de toutes pièces et il y a des choses que je veux renforcer parce que je pense que c'est le sens de l'histoire aussi. On va reprendre chaque point, hein, et je vais essayer de vous demander votre avis là-dessus, ce que vous faites pour chacun des 16 points que j'ai mis dans ce tableau-là. Je voudrais bien qu'on ait une petite discussion interactive avec vous sur votre avis et sur votre façon de raisonner par rapport à chacun de ces points. Le premier point, c'est de dire, il y a peut-être des travaux sur des dossiers, entre guillemets, hors stratégie, c'est-à-dire des dossiers qui demain devraient plus exister, ou alors des dossiers qui sont déjà en difficulté et sur lesquels bah, soit je ne vais pas faire la mission, soit je vais la faire en retard, volontairement ou pas. Euh, Comment vous voyez les choses par rapport à ça? Ces dossiers-là qui posent problème, qui font partie des 3 à 5% de dossiers qui sont un peu toujours les mêmes et qui sont ceux qu'on produit souvent en fin de période fiscale, donc dans la dernière quinzaine de mai ou on va dire les 4-5 dernières semaines de la période fiscale. Est-ce que vous avez un avis par rapport à ça? Est-ce que vous avez déjà une logique qui consiste à dire, bah, chaque année, je décide que dans le fond de mon portefeuille client, je lâche un certain nombre de dossiers qui n'ont pas beaucoup de pression, pas beaucoup d'intérêt, qui sont ni rentables ni très intéressants sur le plan des honoraires. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous avez un avis là-dessus? Allez-y, hein. QR, question-réponse en bas de l'écran. Vous pouvez me donner votre avis, ça m'intéresse beaucoup. En attendant une question, je vous donne une petite anecdote. Donc, je discutais avec mon ami Frédéric, expert comptable à La Réunion. Et en fait, bon, il a pas mal de groupes dans son portefeuille client. Et donc, il y a quelques groupes, ben, parce que pour des aspects de stratégie ou de rachat par des groupes plus importants et tout ça, et ils sont remontés sur peut-être d'autres cabinets d'expertise comptable qui peuvent être des bigs, etc. Il savait qu'il allait perdre un certain nombre de dossiers. Donc, je lui ai dit, bah, écoute, peut-être que la bonne idée, c'est de dire, un, je compense
le fait d'avoir moins d'heures a priori à produire si je perds ces dossiers-là sans les remplacer, en ayant peut-être une action d'optimisation des honoraires des clients restants. Et donc là, il y a peut-être une marge de manœuvre à récupérer, peut-être à coût de 2, 3, 4, 5% d'augmentation. Ça, c'est jouable. Alors moi, je le fais depuis plus de 20 ans dans les cabinets. On arrive à faire des choses comme ça. Et donc, on compense, on a moins de temps de travail, à peu près l'équivalent en chiffre d'affaires. Par contre, le temps dégagé à cette occasion-là, on l'investit sur les nouvelles activités à valeur ajoutée. Hein, je reviendrai là aussi sur Pilot Guard, un petit peu sur ce qu'on a fait dernièrement. Mais si vous pouvez commencer à donner un tableau de bord à des gens qui peut être manipulé, commenté, etc., qui est un support de discussion, si vous pouvez donner des commentaires, si vous pouvez donner une vidéo, si vous pouvez donner je dirais des informations très intéressantes à vos clients, ça va leur permettre de travailler avec vous sur leur projet, mais aussi ça va permettre de mettre en valeur vos collaborateurs pour que le temps qu'ils ne vont pas passer à faire des choses moins sympathiques, ils puissent progressivement, demain, le passer sur des choses à plus forte valeur ajoutée. Et ça, je pense que c'est important de les emmener vers ça pour organiser la bascule de la future non-valeur ajoutée, tout ce qui va disparaître, au profit de tout ce qui va augmenter. C'était mon tableau de tout à l'heure. Donc, sur les dossiers que peut-être vous allez perdre, hein, sur un chiffre d'affaires que vous allez perdre, peut-être que déjà on peut le remplacer en s'organisant mieux dans sa gestion interne, mais aussi, ou par des actions un peu marketing, mais aussi on peut emmener les collaborateurs vers de nouvelles choses. Et ça me semble important. Ensuite, dans les exclusions, il y a aussi le fait d'exclure carrément des clients de rendez-vous de bilan. Il y a peut-être des rendez-vous de bilan qu'on fait encore auprès de certains clients qui sincèrement ne le méritent pas. Parce que voilà, il n'y a pas grand-chose à dire ni à faire et qu'à la limite, quand vous avez envoyé un tableau de bord avec le rapport et la vidéo qui commande tout, est-ce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à faire en plus, sauf peut-être à répondre à quelques questions aux clients? Alors oui, à vous de juger si c'est pertinent ou pas, mais est-ce qu'un dossier d'LMNP, de SCI ou un petit BNC vraiment très réduit, ça a autant d'importance à vos yeux? Et donc, quelque part, est-ce que ça mérite un rendez-vous, ne serait-ce que d'une heure, qui vous fait perdre souvent un quart d'heure avant pour l'organiser et un quart d'heure après pour faire le suivi? Je sais pas. Je sais pas. Il va falloir peut-être faire un peu de ménage au fond du portefeuille pour voir là aussi ou un peu de priorisation pour voir quels sont les dossiers qui méritent encore de faire ce genre de travail. Ça peut passer aussi d'un rendez-vous en présentiel à un rendez-vous en visioconférence. C'est un peu un mi-chemin entre j'en fais plus du tout ou j'en fais un en présentiel. La visioconférence, c'est rentré chez tout le monde maintenant. Je crois que c'est devenu depuis quelques années commun d'avoir des outils Teams, Meet, Zoom ou d'autres. Donc ça permet de gagner quand même pas mal de temps. Et vous l'avez vu, et d'ailleurs j'en parle un peu plus loin, on peut mettre derrière ce genre de rendez-vous un outil de captation de la vidéo qui fait un résumé, qui fait un compte-rendu précis avec des tâches à réaliser, à suivre, etc. Et tout ça géré par l'IA. J'ai parlé de Lixi, j'ai parlé de Fireflies. Il y en a plein d'autres, hein. Il y en a même des complètement gratuits qui existent. Ça permet de faire des choses quand même assez intéressantes pour gagner beaucoup de temps. Donc ça, bon, peut-être voir aussi. Ensuite, les embauches dans l'urgence en fin d'année ou en pleine période fiscale parce qu'on a perdu quelqu'un, c'est souvent assez catastrophique parce que si déjà vous avez perdu quelqu'un ou si déjà vos collaborateurs sont en galère, si vous rajoutez un élément qu'il faut former, faire monter en puissance, qui va vous faire des bêtises, qui va vous faire du boulot, qui est finalement à refaire derrière et tout ça, c'est pas une solution, c'est un problème que vous rajoutez sur le problème, quoi. C'est ce que j'appellerais un suraccident, quoi. Vous avez eu un accident, là vous faites, c'est la logique du suraccident, que vous en avez encore plus et ça vous pose encore plus de problèmes derrière. Donc à un moment donné, il faut accepter que passer une certaine période, la fin d'année précédente, il est plus temps d'essayer de faire rentrer des gens au forceps parce qu'ils seront souvent très chers et très peu qualitatifs parce que vous n'aurez pas fait l'effort de les tester avant et donc vous allez. Voilà. Donc ça, je dirais, c'est un petit peu les actions à exclure. Je ne vous ai pas vu poser beaucoup de questions. Est-ce que vous en voyez d'autres qui vous semblent intéressantes qu'on pourrait
exclure de vos habitudes aujourd'hui, de votre façon de fonctionner? Est-ce qu'il y a des choses que vous dites, bah, finalement, oui, je le fais un peu par habitude, mais bon, c'est pas très convaincant, c'est pas forcément une réussite, donc peut-être que je pourrais effectivement dire, bah, ça, je le fais plus du tout. Est-ce que vous avez des idées d'action que vous pourriez arrêter complètement sans que ça pose le moindre problème? Je sais qu'il fut un temps où tout le monde faisait des belles liasses plaquettes papier qui étaient envoyées par le courrier, etc. Puis un beau jour, avec la dématérialisation, ben, les gens ont fait plutôt du PDF qu'ils ont envoyé. Et puis après, c'est du PDF qui est sur une plateforme, et puis ainsi de suite. Donc tout évolue. Est-ce qu'il y a des idées que vous avez sur des choses que vous pourriez arrêter complètement sans que ça pose de problème, ce qui permettrait en plus d'abaisser peut-être vos coûts ou le temps passé, sans préjudice par rapport à votre fonctionnement avec les clients, hein. Voilà, bon, ça, je pense que c'est vraiment une question à se poser au niveau d'exclusion. Après, atténuer, il y a peut-être aussi tout un tas de réunions de planification que vous avez toujours eu l'habitude de faire. Et est-ce qu'il faut en faire autant à la fin? Alors, oui et non. Oui, parce que je dis un peu plus bas, d'en renforcer, peut-être qu'il faut mieux manager les collaborateurs dans les dernières semaines de la plate fiscale, au moment où, au contraire, vous avez beaucoup moins de temps. Et ça, c'est quand même très, très dommageable. Mais multiplier le nombre de réunions parce que vous n'avez pas de système qui vous permet d'avoir une visualisation globale de tout l'avancement de vos collaborateurs et tout ça, c'est problématique, hein. Moi, je vois encore une fois, je vois des cabinets qui ont des agendas, Outlook ou d'autres, ou des tableaux Excel ou des choses comme ça. Ils collent des rendez-vous fictifs dedans avec différents dossiers. Ils habillent toute la période janvier à mai avec ça. Ils disent, bon, si on a fait ça, ok, on a vu que ça rentrait, on a regardé un peu les budgets de temps, ça a l'air d'être bon, etc. Ça fonctionne pas. Ça fonctionne jamais, ça. Donc, à un moment donné, je pense qu'il faut faire les choses autrement. Je vous montrerai, je vais vous montrer un exemple là dans un instant. Mais en tout cas, il faut que vous ayez un système qui peut éventuellement vous éviter de faire des réunions qui durent 1 heure, 2 heures, etc. et qui n'ont pas forcément un intérêt majeur. Bon, d'ailleurs, je vais vous le montrer tout de suite. Je vais faire un petit changement d'écran. Hop. Je vais vous montrer quelque chose qui pourrait éventuellement être intéressant. Voilà, je vais aller chercher ça. Je vais vous afficher mon écran. Voilà, là, vous allez avoir sous les yeux une base de données qui est gérée dans Airtable, dans laquelle il y a pour tous les réviseurs du cabinet tous les dossiers qu'ils ont à gérer. Donc, on peut voir ça en mode liste, en mode Kanban, en mode agenda. Et donc là, par exemple, pour une collaboratrice, on a un filtre, voilà, qui dit que pour ces dossiers, donc c'est son code là, et les dossiers qui sont des dossiers décembre, et un millésime qui est 2023, et pour tous les dossiers qui sont pas dans les cas terminés ou rendez-vous de bilan pris ou etc., où l'IAS plaquette envoyée, tout ça, donc tout ce qu'il y a avant qui nous intéresse, on se rend compte qu'il lui reste 12 dossiers et que en temps focalisé, c'est-à-dire c'est un temps budgété sur les dossiers avec souvent moins X% par rapport au temps N-1, puisqu'on essaie de faire progresser les gens et donc de les organiser de mieux en mieux et donc de faire baisser les temps budgétés. D'ailleurs, on peut aussi avoir la notion de temps restant ici. Voilà. Donc là, on voit d'un coup d'un seul, je n'ai pas besoin de déranger cette collaboratrice-là. Je vois qu'en temps focalisé, donc en temps budgété sur l'ensemble des 12 dossiers, il restait 106 heures, mais qu'elle en a déjà consommé une partie, hein. Elle a plusieurs dossiers qui sont notamment des dossiers qui sont marqués en attente là, avec une pastille rouge.
Donc, elle a déjà passé du temps et elle attend peut-être des pièces de la part de ces clients-là, mais elle a déjà passé une quarantaine d'heures sur ces dossiers-là, et donc il lui reste réellement 63 heures. Bon, 63 heures, c'est 2 semaines, 2 semaines de travail pour boucler. Ça va le faire tranquillement dans la mesure où il y a entre 4 et 5 semaines de temps disponible. Et ça, on peut le savoir pour qui on veut, hein. Je peux changer de personne. Je vais faire comme ça. Voilà, je prends une autre personne au hasard. Je vais prendre voilà, Arnaud. Voilà, Arnaud, c'est encore mieux. 35 heures en temps focalisé, donc budgété, 6 heures en temps réel à passer. Bon, ben Arnaud, là, ça y est, il a fini et on est même pas le 15 avril, hein. Ça, c'est un cabinet, pour la petite histoire, qui suit ma méthode de la chaîne critique avec cet outil-là depuis 3 ans, si je dis pas de bêtises, au moins 3 ans, et qui a parfaitement compris la méthode. Et eux, ils finissent tranquilles au mois d'avril, hein, souvent entre le 15 avril et le 30 avril. Voilà, donc, vous voyez, j'ai pas besoin de faire une réunion, hein, j'ai plus qu'à convoquer les noms des gens qui sont dans le truc. Alors, je sais pas, je les connais plus tous d'ailleurs, les collaborateurs. Voilà, pareil, on a une troisième personne. Bon, il ne reste presque plus rien, 8 heures. Voilà, donc avec un petit coup d'œil, c'est très simple à réaliser. On a l'information au bout des doigts sans même faire de réunion. Et si réunion il y a, ça peut être avec un seul collab qui est en difficulté, qu'il faut aider. Mais là, on évite de mobiliser tout le monde pendant 2 heures autour d'une table pour se dire finalement pas grand-chose. Voilà. Alors évidemment, ça c'est un cabinet qui tourne très très bien, je vous dis, depuis 3 ans. J'ai vu des cabinets dans lesquels on avait encore des collaborateurs qui avaient 40 à 50 dossiers encore à terminer et qui avaient plus de 250 heures encore à produire. Autant dire que c'était mission impossible, hein. Voilà. Hop, je vais me remettre dans mon diaporama et on va repartir sur là où j'en étais. Donc voilà, ce type d'outil, c'est vraiment très utile parce que ça peut vous permettre, sans déranger personne, de savoir où en sont tous vos collaborateurs, de voir si leur agenda est bien composé, bien rempli, de voir quel est, alors je ne vous l'ai pas montré, mais il y a également des notions d'indicateurs de gain de productivité qui sont calculés automatiquement par le logiciel. Quand les blocs de sprint qui sont sur l'écran sont cochés comme étant terminés, ça compte le temps passé, ça enregistre le temps passé et ça permet de savoir si on a gagné, perdu du temps, etc. Donc voilà, tout est géré complètement automatiquement. C'est un travail que j'ai conçu il y a une petite dizaine d'années et que j'ai vraiment réussi à formaliser dans l'outil depuis peu de temps, que j'ai baptisé FastChain. Et cet outil-là, il est vraiment d'une efficacité redoutable à un moment donné, quoi. Oui, Alice, bah, écoutez, avec plaisir. Merci pour ce partage d'outils. Voilà, c'est très intéressant, mais je vous conseille d'avoir quelque chose d'équivalent. Bon, il y a plein d'outils, hein, il y a des outils qui s'appellent Monday ou plein d'autres, ClickUp, etc. Bon, ils n'ont pas tous les mêmes capacités de développement parce que là, pour arriver à faire ce que j'ai fait, il a fallu créer du script dans des codes informatiques, même si aujourd'hui, le script, on peut l'écrire avec du chat GPT, enfin un LLM, comme on dit, de l'intelligence artificielle. Mais bon, j'ai réussi à trouver l'outil qui permet idéalement de fabriquer ça avec un maximum d'automatisme derrière, des tableaux de bord, tout ça. D'ailleurs, dans ce cabinet-là, on a aussi un suivi du nombre de bilans produits par chaque collaborateur sur son portefeuille à la semaine, et donc un volume global sur l'ensemble de l'équipe par rapport aux différents experts comptables du cabinet, et ça permet de voir si on est dans le rythme ou pas. Donc tout ça, c'est complètement automatisé partout. Et je vous garantis qu'en termes de confort, c'est assez exceptionnel, hein. Déjà l'année dernière, ils avaient réussi une sortie de période fiscale parfaite. Ça s'était super bien passé. Et je pense que là, ils sont pas prêts de lâcher ce genre d'outils. Ensuite, dans les choses à atténuer, je me disais, tiens, je vois des cabinets dans lesquels l'expert comptable fait la supervision de tous les dossiers, en tout cas tous les dossiers de son équipe, hein, s'il y a plusieurs experts comptables associés dans le cabinet.
est-ce que de temps en temps, il ne faudrait pas essayer de faire descendre un peu de supervision sur des collabs réviseurs un peu aguerris qui pourraient décharger le goût étranglement, l'expert comptable, de quelques heures de révision, enfin de supervision, pardon, pour qu'ils puissent se consacrer à d'autres choses, hein, ou aux clients, ou au développement de missions, etc. Et même à des discussions en période fiscale pour justement développer de la valeur et des missions nouvelles, ça serait mieux que de l'obliger à superviser le travail des gens qui ont fait la révision. Je pense que là, il y a moyen de gagner du temps. Ensuite, ce que je disais, c'est que ce qu'on peut atténuer comme temps passé, c'est que quand vous commencez à voir avec l'IA, et ça devient quelque chose de commun presque, hein, la possibilité de lui faire écrire des commentaires plus ou moins automatiques sur des images, sur des graphes, sur des choses comme ça, ben, c'est quand même intéressant de passer un peu moins de temps à fabriquer du commentaire et à passer plus de temps pour discuter avec le client encore une fois. Et là, bon, bah, c'est l'un des avantages, à mon avis, de notre outil Pilote Guard, puisque on peut gagner un bon quart d'heure en amont du rendez-vous et on peut gagner même un quart d'heure pendant le rendez-vous en évitant de refaire des constats que le client a pu lire tout seul dans le rapport ou dans le tableau de bord ou dans la vidéo. Bon, donc ça, une demi-heure, hein, je le dis depuis quelques mois, c'est quand même précieux au moment où les experts comptables n'ont plus beaucoup de temps disponible là et ils sont souvent obligés d'un peu de massacrer leur week-end, leurs jours fériés et tout ça au mois de mai. Ben, tant mieux si vous gagnez 30, 40, 50 heures, 100 heures. À mon avis, je pense qu'il y a une centaine d'heures à gagner sur l'ensemble des rendez-vous de bilan pour un expert comptable, on va dire moyen, parce qu'une demi-heure sur, je sais pas, 200 clients de moyenne, ça fait quand même 100 heures. Ben, 100 heures, ça fait quand même quelques journées, hein. Ça fait toujours une bonne dizaine de journées de travail qui sont récupérées au profit des loisirs, de la famille, de tout ce que vous voulez. Ensuite, dans le fait de créer, je pense que créer, j'ai parlé de processus de surveillance avec un Kanban, avec des agendas de réviseur et tout ça, donc c'était ce que j'avais dans l'outil. Le Kanban, je l'ai montré dans d'autres webinaires. C'est un outil type Trello qui donne des étapes comme ça d'avancement. On voit ça beaucoup dans les CRM, des étapes d'avancement de la production par rapport à différentes choses qu'on veut contrôler. Bon, ça, c'est vraiment très précieux, hein, et le fait d'avoir, si jamais vous ne l'aviez pas, un Kanban demain pour contrôler ce qui se passe entre c'est pas fait et c'est fini. Aujourd'hui, vous n'avez pas cette visibilité au milieu. Vous savez que le dossier est à faire à un moment donné. Vous savez qu'il est fini à un autre moment. Mais au milieu, vous avez bien du mal à voir comment vos collaborateurs évoluent. Et je vous le dis et je le répète pour la xème fois, les collaborateurs sont tentés de faire du multi-dossier, multitâche et donc d'accumuler beaucoup de dossiers à un instant T qui sont bloqués dans une étape de leur production. Et si vous aviez un Kanban, vous le verriez immédiatement, vous verriez que ce collab, il vous retient en attente ou en cours de production beaucoup trop de dossiers. Il en commence beaucoup, il n'en finit pas assez. Et à un moment donné, c'est vous qui attendez. Et quand vous recevez, eh ben là, c'est trop tard. Vous êtes goulot étranglement. Et là, les jeux sont faits. C'est foutu. Donc ça, le fait d'avoir une combinaison liste de clients, Kanban, agenda, les trois rassemblés, ça vous donne une vision totale sur l'avancement de chaque collaborateur en période fiscale et c'est vraiment très précieux. Ensuite, avec cet outil-là, ce que je vous ai montré, donc évaluation automatisée du volume d'heures et donc de la fin de période fiscale, hein, c'est ce que je fais là depuis 2 semaines avec tous les cabinets que j'ai en mission. Tous les cabinets que j'ai en mission aujourd'hui, collab par collab, je sais à peu près à quel moment ils vont finir leur période fiscale et je sais aussi où est la réserve de temps sur les collabs qui sont les plus en avance. Je sais que je pourrais compter sur l'aide de ces gens-là au profit des gens qui sont au contraire les plus en retard. Encore une fois, si vous n'avez pas l'info, ben, voilà, vous faites des réunions, vous perdez du temps. Et puis les gens ne vous disent pas forcément tout, hein, parce que les gens, bon, ils n'ont pas envie de se mettre en valeur pour dire ouais, j'ai 50 heures de rab, donnez-moi beaucoup de boulot là, je suis gourmand d'en avoir plus. En général, pas trop quand même, donc ils rasent un peu les murs et voilà, ils se montrent pas trop. Quand vous l'avez dans un outil, vous l'avez. Voilà. Et là, vous pouvez faire jouer la solidarité, c'est quand même beaucoup plus facile. Ensuite, au chapitre des créations, je pense qu'effectivement, on peut délivrer plus de valeur aux clients. Hein, je l'ai déjà dit et redit. Là aussi, l'IA et les mécaniques dans les outils qu'on commence à voir sortir aujourd'hui le permet. Ça donne des choses aux clients qui vont les intéresser. Je suis frappé de voir que, bon, depuis 2 mois qu'on en parle, il y a eu quelques dizaines de cabinets qui sont partis